Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale 50 ans de la laïcité. Je vous accueille à la Cité Miroir de Liège, des anciens bains publics qui, depuis 2014, accueillent la SBL NEMA, le Centre d'action laïque de la province de Liège et les territoires de la mémoire. Aujourd'hui, pour quelques jours, on souffle ensemble des bougies. 50 ans de laïcité. On y retrouve des débats, des rencontres, mais aussi des spectacles et des concerts au réflecteur et bien sûr des expositions. Je vous invite à me suivre pour aller visiter une expo qui s'appelle Darwin l'original. Mais avant cela, on rejoint Vinciane Colson et ses trois invités pour dresser le bilan de ce que fut la laïcité en 50 ans. Oui, merci Catherine et bonjour à tous et merci à nos invités de nous avoir rejoints pour ce premier plateau. Alors, dans ce premier plateau, on aura Henri Bartholomeïsen, dont vous êtes président du Centre d'action laïque. À vos côtés, Jacqueline Hermans, administratrice du Centre d'action laïque et par ailleurs présidente de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et enfin, Henri Pénard-Ruiz, philosophe, écrivain français. Et avec vous, on va discuter de la laïcité et des 50 ans du Centre d'action laïque. Alors, Henri Bartholomeïsen, 50 ans, c'est l'occasion de regarder dans le rétroviseur, mais aussi de regarder vers l'avenir. Et surtout, je dirais même, de regarder vers l'avenir. Alors, à la fin de ce week-end anniversaire, un appel va être signé, un appel pour un monde laïque. Et dans cet appel, on promeut la laïcité comme principe universel. Alors finalement, en quoi la laïcité est-elle un principe universel ? La laïcité est un principe universel parce qu'elle est d'abord et avant tout un principe humaniste. Un principe humaniste et politique qui font, on le répète et on ne le répétera jamais assez, le régime des libertés sur des libertés fondamentales et des droits humains sur l'impartialité du pouvoir civil démocratique dégagé de toute ingérence religieuse. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que l'on s'assure sur le plan individuel des droits des personnes, mais ça à l'échelle du monde, c'est-à-dire on les souhaite pour tous. Si c'est un droit que l'on veut universel, c'est parce qu'effectivement tous et toutes doivent pouvoir en profiter, c'est-à-dire chacun et chacune. Donc il n'y a pas d'universalité sans respect de l'individu. Et si effectivement le principe de laïcité, parce qu'il respecte les droits individuels de chacun, sans oublier personne, intéresse l'univers, c'est-à-dire l'ensemble des êtres humains qui vivent sur Terre, eh bien alors il faut avoir l'ambition de développer le principe non pas à l'échelle d'une région, non pas à l'échelle d'un pays, non pas à l'échelle d'une communauté, mais à l'échelle de la planète tout entière. Et c'est un petit peu l'appel que nous allons lancer au terme de ces 3 ou 4 journées de congrès, de débats. C'est effectivement d'inviter les gouvernements de tous les pays du monde à inclure dans leur charte fondamentale, dans leur constitution, ce qui constitue le minimum des droits humains, c'est-à-dire inscrire le principe de laïcité dans leur constitution, et lorsque ce n'est pas possible, envisager de l'inscrire dans les traités internationaux. Henri Pénard-Ruiz, sur cet aspect universel, j'imagine que vous rejoignez Henri Bartholomeïsen ? Complètement. Et la tâche est d'autant plus difficile aujourd'hui de faire saisir la dimension universelle et universaliste de la laïcité, qu'on assiste à une flambée des communautarismes, qu'on assiste aussi à une montée d'un certain relativisme culturel. Au nom de la diversité des cultures, on prétendrait qu'elles ne peuvent pas se mettre d'accord sur des principes qui leur seraient communs, ce qui est une grave erreur, parce qu'effectivement, il y a une ambivalence du concept de culture. Soit une culture particulière désigne l'ensemble des traditions d'un groupe humain à un moment donné de son histoire, mais dans ces traditions, il peut y avoir des choses rétrogrades. Par exemple, au premier plan, la domination de l'homme sur la femme. Eh bien, cette tradition qu'est la domination de l'homme sur la femme, on ne la respecte pas, non pas parce qu'on voudrait imposer une culture particulière, mais parce qu'on se réfère à un niveau de référence qui doit être la référence commune à toutes les cultures. Et justement, la culture dans son sens dynamique, émancipateur, libérateur, tel que le CAL de Liège, par exemple, la pratique, et c'est magnifique. Là, la culture, c'était la culture avec la musique. Le Quatuor Aïda, c'était la culture avec l'exposition Darwin. C'est quoi cette culture-là? C'est le processus par lequel on dépasse le donné, par lequel on dépasse les traditions, pour s'élever à un idéal que tous les êtres humains peuvent partager. Mais c'est une conquête. Ça ne va pas de soi. On ne va pas faire disparaître du jour au lendemain les sociétés patriarcales. Autrement dit, la laïcité, par son exigence même, et
il faut qu'elle soit exigeante, parce que c'est comme ça qu'elle libère les femmes, par exemple, victimes depuis des millénaires quasiment de la domination de l'homme. Eh bien, c'est par sa dimension émancipatrice d'exigence que la laïcité doit être cultivée, parce qu'elle se fonde, elle, non pas sur les données particulières de telle ou telle culture, mais par des droits humains qui ont été conquis à rebours des traditions rétrogrades. Et cet universalisme, c'est une conquête que nous avons à formuler. Et moi, je trouve formidable l'action du CAL de Liège. Et je ne dis pas ça parce que j'ai été invité par le CAL de Liège, mais je trouve que cette action qui est à la fois culturelle, politique, juridique, humaniste, c'est vraiment un idéal d'émancipation qu'il apporte. Oui, et donc le CAL, et donc on peut même dire le CAL dans l'ensemble, puisque c'est le Centre d'action laïque, on va dire dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui fête ses 50 ans cette année. Mais justement, 50 ans, c'est aussi l'occasion un peu de regarder dans le rétroviseur. Et on peut dire que la société a évolué en 50 ans, mais le Centre d'action laïque a aussi évolué, Jacqueline Hermans. Vous qui êtes là depuis plusieurs années et qui avez vu une partie de cette évolution. J'ai vu certainement une partie de cette évolution et surtout l'évolution de la société. Évolution de la société qui a été aussi possible parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui se sont mobilisés au Centre d'action laïque, mais qui étaient également présentes dans la société. Pourquoi est-ce que l'on a dû lutter tant pour obtenir, par exemple, la libération au point de vue de la contraception ? Une chose qui nous paraît normale. Pourquoi a-t-on lutter tant pour qu'une femme puisse, je vais citer un bête exemple, ouvrir un compte bancaire sans avoir besoin de la signature de son époux? C'est des choses que mes parents ont connues, que ma mère a connues. Et donc, cette évolution a été incontestable, mais je dirais aussi que il faut faire attention au fait que rien n'est jamais acquis. Nous avons dû lutter pour avoir la dépénalisation de l'avortement. Et là, j'aimerais saluer la mémoire d'un homme qui était Roger Lallemand, qui justement était porteur de ces valeurs laïques, au point de vue aussi de l'émancipation de la femme, et qui a fait aussi un travail remarquable pour que l'assistance non confessionnelle, comme on l'appelle, soit aussi inscrite dans la Constitution. Tous ces combats, nous continuons à les mener. Vous avez cité le fait que je suis la présidente de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. C'est aussi un combat fondamental. C'est la possibilité pour tout homme, pour toute femme, de pouvoir choisir pour elle-même, pour lui-même, ce qu'elle entend, ce qu'il entend faire de son propre corps, de sa propre vie, de sa propre mort. Combat fondamental. Nous avons obtenu cette dépénalisation de l'euthanasie en 2002. Nous avons aussi obtenu dans, je dirais, cette législature bénie des dieux, enfin bénie des dieux, justement, pas bénie des dieux. Je ne sais pas si on doit dire bénie des dieux ici. Puisque pour la première fois depuis longtemps en Belgique, la seconde fois depuis la fin de la guerre mondiale, mais nous avions un gouvernement arc-en-ciel. Et il faut bien le dire, si nous avons pu avancer dans toute une série de questions sociétales, c'était bien parce qu'il n'y avait plus la présence des partis sociaux chrétiens dans le gouvernement. C'est ça qui nous a permis d'avancer au point de vue non seulement de l'euthanasie, mais également du mariage même sexe, de la recherche sur embryons, tous ces projets émancipateurs. Donc oui, la société a terriblement évolué, mais je dois malgré tout ajouter que je suis toujours inquiète des retours qui peuvent se produire. Nous avons eu par exemple un retour incroyable avec la dernière législature et en quelque sorte la reconnaissance du fœtus. Donc, ce n'est pas terminé. Oui, les droits ne sont jamais acquis. Nous ne pouvons acquis, pas nous dire que nous avons eu 50 ans de belles luttes et aujourd'hui, nous pouvons nous reposer. Certainement pas. Mais ces 50 ans, alors on vient déjà d'en parler, on a parlé de toute une série de combats, mais c'est vrai que durant ces 50 ans, le Centre d'action laïque s'est vraiment aussi adapté à la société et est allé sur des débats plus éthiques, des débats bioéthiques qui n'étaient peut-être pas son objectif premier au départ.
Je pense que fondamentalement, son objectif premier a toujours été identique. Mais il se fait que, comme l'a dit Jacqueline, la société s'est profondément modifiée. En 1969, il existe des partis politiques dont la vocation est de défendre une morale religieuse, des partis religieux, à l'opposé de ce que l'on imagine, puisque l'on se bat pour que cesse cette confusion entre l'autorité religieuse et le pouvoir politique, c'est-à-dire le pouvoir des hommes en démocratie de se choisir, de se définir, de contribuer à leur destin commun, indépendamment d'une autorité, qu'elle soit religieuse ou autre. Donc cette société de 1969 est toujours imprégnée politiquement, socialement, d'une morale religieuse dominante qui est la religion catholique. Il est assez logique à ce moment-là de voir que la réaction, pour que cesse l'oppression, comme l'évoquait Henri Pénard-Ruiz il y a quelques instants, pour que cesse l'oppression, eh bien l'ennemi à ce moment-là, sinon l'ennemi du moins l'adversaire, c'est la religion catholique. Et donc, que voyons-nous dans les rangs de la laïcité dans les premières heures? Essentiellement, tous ceux qui n'appartiennent pas à cette religion. Et donc, essentiellement, des esprits libres et particulièrement des athées, voire des agnostiques. De là à ce qu'on crée une confusion aussi à notre tour entre cette réunion, cette conjonction d'athées et d'agnostiques qui étaient eux-mêmes privés d'assistance morale pour des motifs d'incroyance, on a permis au Centre d'action laïque d'occuper les premiers combats, les premiers terrains, et parmi ceux-ci, notamment, la défense de ce qu'on appelait la communauté des athées et des agnostiques, notamment pour leur donner accès à cette assistance morale. Est-ce que cela voulait dire pour autant que la laïcité se transformait en défense d'une communauté? Non. Et c'est une des choses sur lesquelles nous sommes revenus récemment, parce qu'on a bien vu le risque de cette confusion. On a dû dégager le principe de l'action. L'action, bien sûr, était légitime quant au principe, puisqu'il s'agissait de mettre tout le monde sur un pied plus ou moins d'égalité, compte tenu du contexte, mais ça ne pouvait pas, comment dirais-je, contaminer le principe. Le principe, il est universaliste. Et même si la communauté athée ou agnostique, à supposer qu'elle exista, méritait une défense dans un moment précis de l'histoire, on ne pouvait pas pour autant faire de la laïcité la défense d'une communauté. Et ce sont au fond ces clarifications qu'il était important d'apporter, qu'on a en tout cas revisité en 2016 en modifiant notre définition de la laïcité. C'est une affaire de contexte et d'époque évidemment. Aujourd'hui la prétention est évidemment de ne pas de donner à cette laïcité au fond la perspective de la démocratie. Quand on parle du régime des libertés, c'est parce que c'est la condition de l'émancipation. Une émancipation, c'est-à-dire la capacité qu'on a à penser par soi-même. Comme disait Lucia de Brocaire, mais je la cite abondamment, pas seulement parce que c'est une femme, mais parce que c'est un bel esprit. Elle disait, il ne suffit pas de déposer son bulletin dans l'urne, il faut avoir la capacité de choisir, et ça c'est l'école, c'est l'émancipation, c'est l'exercice effectif des libertés fondamentales. Ce n'est pas la liberté in abstracto, absolue, totale, abstraite, c'est l'exercice effectif des libertés de pensée, d'examen, de conscience et de religion. Alors on arrive déjà à la fin de cette première partie de débat, mais j'ai quand même envie de me retourner une fois vers chacun avec vraiment, si on devait dire le défi principal pour la laïcité pour demain, ce serait quoi? En quelques mots chacun. Henri Pénard-Ruiz. Alors oui, y compris par rapport à tout ce qui vient d'être dit, il faut savoir pourquoi y a-t-il, alors que l'idéal de laïcité est lumineux, limpide, hein, il se résume en peu de mots. Il y a des croyants des diverses religions, des athées, des agnostiques. Comment les faire vivre ensemble en leur reconnaissant des droits universels, la liberté de conscience, l'égalité de droits et de traitement de chacun d'entre nous et de chacune d'entre nous, et la participation à une sphère publique tournée vers l'intérêt général, au-delà des communautarismes et des enlisements communautaristes. Ça, c'est limpide. Liberté, égalité, universalité. Alors pourquoi ce si bel idéal est-il violemment attaqué? Je voudrais donner deux raisons rapidement et répondre directement à votre question. La première, c'est que les religieux qui ont perdu leur privilège en ont la nostalgie. La deuxième raison de l'hostilité qu'elle suscite, c'est qu'effectivement, les tenants des traditions rétrogrades sont furieux de la dimension émancipatrice de la laïcité. On le voit, nous, en France, avec la mouvance décoloniale, qui traite la laïcité comme si c'était une sorte de racisme d'État. C'est ce qu'a dit, par exemple, la présidente du Parti des indigènes de la République. C'est là qu'on voit l'aberration qui consiste dans l'oubli de la dimension émancipatrice de la laïcité pour les athées, pour les homosexuels, pour les femmes, etc. Oui, donc on doit vraiment rester sur cette définition de base, cette définition lumineuse dont vous avez parlé. Et ce qu'il faut rappeler surtout, et pardonnez-moi, je voudrais terminer là-dessus, c'est que la laïcité, et ça Henri vient de le dire aussi,
n'aspire pas à intervertir le dominant et le dominé. Ce n'est pas parce que hier les athées ont été dominés par les croyants qu'ils doivent vouloir dominer à leur tour les croyants. Il y a de la place pour tout le monde dans un pays laïque. Il faut éradiquer le principe de domination de certains sur d'autres et donc donner son plein sens à l'égalité. Merci Henri Pénard-Ruiz. Du coup, alors vraiment en deux mots, on va dire le défi principal pour vous. Peut-être d'une manière humoristique, demander à nos amis français de cesser de considérer la laïcité comme une exception culturelle française. C'est un patrimoine commun de l'humanité. Elle doit être accessible à tous, à toutes, à chacun, à chacune. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, c'est au niveau international qu'elle doit se défendre ensemble. Jacqueline Hermans, en deux mots, défi. En deux mots, faire attention à ne pas se laisser pervertir par les mots. La liberté est invoquée parfois, me semble-t-il, à tort, pour en fait emprisonner certaines personnes. Donc faire attention aux mots, faire attention aux valeurs. Très bien. Merci en tout cas à tous les trois et on va retrouver tout de suite Catherine Nax au sein de l'exposition Darwin l'original qui a été inaugurée durant ce week-end des 50 ans du Centre d'Action Laïque. À tout de suite Catherine. Et oui, Vinciane, je suis dans la boîte, ce qu'on appelle la boîte de l'expo Darwin l'original, et j'ai rejoint Catherine Maréchal, qui est vice-directrice du Centre d'Action Laïque de la province de Liège, et qui va nous guider dans cette expo Darwin. Alors, elle est toute fraîche, cette expo, elle vient d'être inaugurée il y a quelques heures, quelques jours à peine. Jusque quand peut-on la voir, Catherine, et qu'est-ce qu'on peut y voir ? Voilà, donc cette exposition, elle a été, comme tu le dis, inaugurée il y a quelques heures. Elle est visible à la Cité Miroir jusqu'au 2 février 2020, à l'initiative donc, du Centre d'Action Laïque de la province de Liège et avec le soutien du Centre d'Action Laïque. Qu'est-ce qu'on va y voir? Est-ce que c'est interactif? Est-ce que les enfants peuvent venir, les parents? Est-ce que c'est familial? Alors, elle est tout à fait accessible aux familles. Elle a été conçue par la Cité des sciences et de l'industrie de Paris. Elle est accessible dès l'âge de 10 ans. Elle présente plusieurs niveaux de lecture, de l'interactivité, de la vidéo, du contenu, bien évidemment, qui vise à mieux connaître et comprendre le travail de Charles Darwin et de sa théorie de l'évolution. C'est ludique, hein, on peut jouer, on peut... Voilà, je vois vraiment que tous les écrans sont faits pour capter l'attention et expliquer finalement qui était Darwin. Pourquoi est-ce que Darwin est intéressé par la laïcité? En fait, pourquoi est-ce qu'il y a un pont entre la laïcité et Darwin? Alors tout à fait, je pense qu'il y a un pont entre la laïcité et le travail de Charles Darwin, du scientifique Charles Darwin, de sa démarche scientifique, puisque dans les deux cas, je dirais que la démarche mobilise la raison, mobilise la démarche scientifique, la vérification des faits, le libre examen en matière de raisonnement, de construction du jugement, et que ce sont des notions qui nous importent et qui nous importent beaucoup parce qu'elles sont constitutives de l'émancipation de l'individu et de sa capacité à poser un jugement éclairé et à faire des choix éclairés. Alors, Darwin, ce fut une révolution à son époque. Il faut savoir qu'il a vraiment chamboulé les choses de la science aux croyances, finalement. Pourquoi? Absolument. Il naît donc dans l'Angleterre victorienne en 1809, une société qui continue de soutenir que l'être humain est le fruit de la création divine, et par son engagement scientifique, par son observation, à l'occasion d'un voyage de plus de 5 ans en Amérique du Sud, un voyage vraiment fondateur de ses découvertes, il observe l'espèce humaine, l'espèce animale, le vivant, et énonce véritablement cette théorie de l'évolution qui explique que l'existence humaine, l'être vivant, est le fruit d'une évolution et est intrinsèquement porteur d'une diversité. Donc on apprend également, à travers tous les panneaux, les écrans, et toutes les interactions qu'on peut y mener, on apprend finalement qui était Darwin un peu mieux. On ne le connaît pas bien en fait. On le connaît très peu. L'homme s'est effacé derrière sa démarche scientifique, tout à fait volontairement. Il distingue tout au long de sa vie, effectivement, les positions personnelles qui seront les siennes, qu'il va forger au long de sa vie, tout au long de sa vie. Il les confiera dans ses écrits ultérieurement, mais il s'en tient à une pure et stricte démarche scientifique de manière à être le moins attaquable possible, puisqu'on sait que la science, c'est un perpétuel exercice de justification des découvertes que l'on effectue, que l'on fait. Est-ce que Darwin était croyant? Alors,
Darwin naît probablement croyant. Il naît dans cette Angleterre voilà, déiste, croyante, à l'instar de la société occidentale, hein, majoritairement. Il se confie très peu, si ce n'est effectivement à la fin de sa vie, où il confesse, si j'ose dire, néanmoins, qu'il a fait un parcours, qu'il a effectué un parcours qui l'amène à être agnostique, voire athée. Mais il n'a pas pu l'écrire. Il n'a pas pu le dire à l'époque. J'imagine que ce n'était pas chose aisée que de faire son coming out. Ce n'était pas aisé. Il n'a pas souhaité, encore une fois, le dire et l'écrire. Il l'a écrit dans ses mémoires. On peut peut-être souligner que sa veuve, dans les mois et les années qui ont suivi, lors d'une édition ultérieure de L'origine des espèces, hein, qui est son premier ouvrage, sa veuve a souhaité expurger les mémoires de cet aveu d'agnosticisme. Est-ce que les écoles ont déjà programmé des visites? Est-ce que c'est important de faire? Je sais qu'au Centre d'Action Laïque de la province de Liège, on aime ça, on fait de l'éducation permanente, comme dans toutes les autres d'ailleurs régionales. La laïcité, c'est l'éducation permanente dès le jeune âge, à l'école. Ce qui nous importe, c'est effectivement de mettre les savoirs à la portée du plus grand nombre, c'est de faire notre travail de médiation, de permettre aux jeunes, aux moins jeunes, d'entrer en interaction avec les savoirs. Et donc oui, il est plus que prudent de réserver sa visite, surtout si on est en groupe. L'exposition, je le précise, elle est accessible en anglais, elle est accessible en italien, elle est accessible en langue des signes et également en braille. Est-ce que vous avez appris beaucoup de choses sur l'expo sur Darwin, en tout cas, via cette expo, Catherine Maréchal? Alors je pense qu'on ne cesse d'apprendre, qu'on peut passer des heures dans cette exposition. Oui, je pense qu'on apprend, on apprend qu'il a existé des dinosaures à plumes. Voilà, je pense, entre autres choses, je pense qu'on apprend à s'interroger, à être rigoureux dans sa pensée, dans ses déductions. Je ne peux véritablement que la conseiller, en ce compris en famille. C'est aussi olfactif, ça appelle les 5 sens, cette exposition. Alors non, ce n'est pas une exposition olfactive, absolument pas. Là, ici, on a une petite scénarisation qui évoque le voyage de Charles Darwin sur le Beagle, donc le bateau. Et le tour du monde, en qui 1741. figure le tour du monde et qui figure l'ensemble des ouvrages qu'il avait emportés avec lui. Voici le bateau. Voici le bateau, la maquette du bateau. Donc vous nous invitez à un énorme voyage par cette expo aussi. Absolument. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Catherine Maréchal. Une expo Merci, à voir donc jusqu'au 2 février. Jusqu'au 2 février. Ben voilà, je vous appelle tous à la Cité Miroir de Liège. Merci. Voilà. Merci. Oui, merci Catherine. Et on se retrouve effectivement ici pour notre deuxième plateau avec 3 invités de prestige. Merci déjà à tous les 3 de nous avoir rejoints. Donc on a Isabelle Allende-Bussy. Alors Isabelle Allende-Bussy, vous êtes sénatrice au Chili, première femme à avoir présidé le Sénat chilien. Et vous êtes aussi la fille de Salvador Allende, donc bien connue surtout ici en Belgique. On a aussi Isabelle Bonny-Claverie, donc vous êtes écrivaine, réalisatrice, vous êtes franco-ivoirienne et vous avez parlé de votre histoire dans un livre et dans un documentaire, Trop noir pour être française. Et enfin, Juan Francesc Pont-Clemente, vous êtes présidente de la Fondation Francisco Ferrer à Barcelone, par ailleurs professeure de droit aussi à l'université. Alors, j'ai envie de commencer par vous, Isabelle Allende. Dans cette deuxième partie de plateau, on va parler de tous ces combats qui sont portés par le mouvement laïque, mais qui sont aussi le fruit d'une histoire. Et c'est vrai que dans votre cas, peut-être un de vos combats principaux, c'est le combat pour les droits des femmes au Chili, mais le droit des femmes en Amérique latine, même de façon plus générale. Un combat qui était aussi celui déjà de votre père à l'époque. Oui, ouais, je vous remercie. Et je viens de dire que j'ai quelques difficultés pour m'exprimer en français, alors ce ne sera pas facile pour moi. Mais je pense qu'à l'époque de mon père, il a été vraiment une avant-garde, comment vous dites ça? Avant-gardiste. Parce qu'il a pensé de créer le ministère de la femme. À cette époque-là, hein, je parle dans les années 1970. 60. Alors, il a toujours pensé que c'était très important que les femmes peuvent prendre des responsabilités comme ça. Et aujourd'hui, on fait le combat pour les femmes. Et mon parti, c'est le Parti socialiste, et a changé le statut et on se déclare féministe. Parce que,
on ne veut pas la violence contre les femmes, on ne veut pas la discrimination qu'on souffre les femmes, on veut que serait possible l'avortement, comme ça. Alors, il y a beaucoup de choses à faire pour les femmes, pas seulement pour les femmes, bien sûr, mais une des causes qui pour nous c'est important et qui était à l'époque et maintenant aussi, c'est la cause de la femme. Ouais. Alors on va en parler, on va parler notamment de la question de l'avortement, mais avant ça, j'ai quand même envie de vous poser une question, c'est qu'on voit, on a eu Michelle Bachelet, on a eu Dilma Rousseff, donc 2 femmes présidentes en Amérique latine. Aujourd'hui, on a Jair Bolsonaro au Brésil, on a l'impression qu'il y a quand même eu un recul en matière de droits des femmes et en matière de droits tout court dans certains pays d'Amérique latine. Oui, Michelle Bachelet, ça a été la première femme qui est devenue présidente du Chili 2 fois. Pour nous, c'était très important. Elle a fait un cabinet qui était paritaire. Et ça, c'est très important aussi, 50%, 50%. Et après, on n'a pas conservé ça, mais ça a été très important. Mais Michelle Bachelet nous a marqué une époque, elle nous a enseigné que c'était possible. Et une des choses que je me rappelle, c'est fantastique, quand elle est devenue présidente, le jour qu'elle était proclamée comme ça, les petits garçons, les petites filles et les jeunes femmes, ils disaient, nous pouvons aussi. Hein, nous pouvons si elle peut, nous pouvons aussi... Si elle peut, nous pouvons aussi le faire. Alors ça, c'est très important pour montrer qu'il y a un chemin, que c'est possible pour les femmes et qu'on peut le faire. Ouais. Et du coup, pour vous, il n'y a pas un recul, le fait qu'aujourd'hui, voilà, elle ne soit plus présidente, mais qu'on voit des personnalités comme Bolsonaro au Brésil, c'est quand même un recul, c'est quand même une montée du populisme indéniable. Horrible. Hein? Peut-être un seul mot horrible, parce que je n'ai pas accepté le langage qu'il utilise pour parler des femmes. Je n'ai pas accepté qu'il n'a fait rien pendant 3 semaines quand il est devenu l'incendie de l'Amazonie. Oui. Et je n'ai pas accepté les choses qu'il a dit, pas seulement de mon père, mais de les coups d'État de Pinochet et de le père de Michelle Bachelet, qui a été tué, torturé et tué pendant la dictature. Alors c'est inacceptable parce que c'est une personne qui n'a pas de limite. Pas de limite pour l'expression, pas de limite pour faire des choses qui sont inacceptables. C'est comme Trump, mais pour le Brésil. Alors pour moi, je dis, j'espère qu'un jour, le peuple brésilien pourra changer de président parce que ce n'est pas possible de conserver ce type de liderazgo. Oui. Juan Francesc Pont Clemente, on parlait d'héritage. Alors l'héritage, votre héritage à vous, c'est cet héritage de Francisco Ferrer. Alors Francisco Ferrer, peut-être que vous pourriez nous le présenter en quelques mots, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Oui, Francisco Ferrer, qui a un grand souvenir ici en Belgique, était un homme d'action, un républicain, après un libertaire et après un pédagogue. Et lui, ça marque 3 étapes de sa vie. La dernière étape, c'est il laisse croire à la Révolution ou à la République, il croit seulement à l'éducation, à l'émancipation et à la liberté de conscience. Alors il fonde une école laïque à Barcelone qui s'appelle l'école moderne, qui rapidement aura des autres manifestations dans des autres villes de l'Espagne et de l'Europe, et même aux États-Unis. Et ça sera son péché. Il sera condamné à mort comme instigateur de la semaine tragique de Barcelone, juillet 1909. Il sera considéré instigateur d'éduquer les enfants dans la liberté. Alors, on parlait de l'héritage. Alors, vous avez déjà donné quelques éléments, évidemment, de son héritage, et notamment cette école laïque mixte. Mixte de sexe et de classe sociale. Et de classe sociale. Mais du coup, quel regard, à votre avis, il porterait aujourd'hui sur la société actuelle, quand on parle de montée de populisme, quand on parle de repli identitaire comment est-ce qu'il peut nous inspirer pour aujourd'hui? Francisco Ferrer, c'est un antipopuliste avant la lettre, parce qu'il nous invite à penser librement, il nous invite au libre examen, il nous invite à la libre pensée. Et le populisme, c'est l'identification d'un ennemi et l'essai de penser. Alors c'est exactement le contraire à l'exercice des droits et devoirs de la citoyenneté.
Et pourtant, le message de Francisco Ferrer, c'est éternel, ne laissez jamais, jamais de penser. Alors Isabelle Bonny-Claverie, vous, votre héritage, il est plutôt familial, puisque donc, votre grand-père était ivoirien, votre grand-mère était française, et leur mariage a créé beaucoup de remous. Et c'est finalement cet héritage, vous le portez en vous, et ça fait vraiment, c'est quoi? C'est vraiment le cœur de votre combat contre les discriminations aujourd'hui. C'est vraiment, ça vient de là. Disons qu'ils étaient porteurs d'une utopie, en fait, leur couple, leur parcours, le fait que lui se soit d'une certaine façon émancipé de la colonisation pour créer son propre destin, le fait qu'elle, dans les années 30, accepte d'épouser un Africain, de quitter la France, de partir vivre en Afrique, d'avoir des enfants métis, c'était à leur niveau une utopie et qui effectivement brouillait toute la distinction, toute la hiérarchie socio-raciale qu'il y avait à l'époque dans les colonies françaises et dans toutes les colonies. Et donc, c'est vrai que cette utopie m'a nourrie. Alors, je dis utopie parce que ce qu'ils ont réalisé au sein d'un couple, ce n'est pas advenu au niveau de la société. On n'est pas encore dans un monde post-racial auquel moi j'aspire de tous mes voeux. Mais on voit bien au contraire qu'il y a des crispations identitaires très fortes, notamment en Europe, avec une peur, à mon avis, complètement infondée de l'immigration et un repli sur ce qui serait une identité, mais une identité complètement figée, parce que de toute façon, l'Europe a été de tout temps traversée par des migrations. Alors elles étaient inter-européennes, après elles sont devenues extra-européennes, mais je veux dire, l'Europe s'est fait sur un mélange. Aujourd'hui, effectivement, ce mélange continue. Il est peut-être difficile pour certains à accepter, mais je pense que c'est une obligation, c'est une nécessité politique, morale, éthique, et effectivement, c'est un combat, un engagement en tout cas, qui m'anime. Oui. Je le disais en introduction, vous avez écrit un livre, Trop noir pour être française, mais 2 ans avant, vous aviez aussi réalisé un documentaire. Dans le documentaire, il y avait un point d'interrogation, et dans le livre, il n'y en avait pas. C'est-à-dire que vous avez répondu à la question. J'ai répondu à la question, oui, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, encore en France, le fait d'être noir ou le fait d'être maghrébin vous désigne comme un citoyen de seconde classe à plein de niveaux et dans beaucoup de situations. Et donc là, il y a effectivement un travail important à faire et un travail aussi de remise en question des Français eux-mêmes sur ce qui fonderait leur citoyenneté. Alors, Juan Frances Pont-Clemente, vous êtes aussi professeur. Comment est-ce que vous arrivez on va dire, au niveau des jeunes, comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à ce qu'ils s'engagent, à ce qu'ils deviennent vraiment des acteurs de la société, qu'ils s'engagent dans des idées comme celle de Francisco Ferrer? Est-ce que ça leur parle encore aujourd'hui? Ça serait très typique de l'âge à laquelle j'ai arrivé de dire que nous engageons beaucoup plus que les gens que je me trouve. Hein. Alors, je ne le dirai pas. Mais j'ai une certaine impression. Mais je pense que les intérêts immédiats ont changé. Aujourd'hui, il existe un intérêt immédiat pour la formation, il existe une préoccupation très sérieuse pour avoir un travail et construire et bâtir un futur. Et on voit beaucoup de difficultés. Alors c'est logique que beaucoup de gens aient une préoccupation surtout pour son futur. Mais je pense que au niveau de l'université, aux dernières années de l'université, on commence à avoir un sérieux concern pour le futur, pour construire un futur différent, pour construire un futur différent à celle que nous avons fait, et même aller plus loin. Et je pense que dans ça, la figure de Ferrer se projette pour l'avenir comme une figure d'actualité qui nous dit vous avez le futur dans votre main, construisez-le.
Bon, bah, du coup, on va rester sur cette note positive pour terminer le débat, donc sur cette note positive pour l'avenir et pour ces jeunes qui se mobilisent. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir accepté de participer à ce débat. Et on va tout de suite retrouver Catherine Ax qui est avec David Murgia pour une petite pause culturelle. Elle me dit continue, je dis Ave Marie, pleine de grâce. Elle me dit stop, qu'est-ce que ça veut dire pleine de grâce? Je dis pleine de grâce, ça veut dire que la Madone est pleine d'une beauté, d'une grâce, je sais pas. Elle me dit continue, Ave Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Elle me dit stop, qu'est-ce que ça veut dire le Seigneur est avec vous? Je dis la vieille, le Seigneur est avec vous, ça veut dire ce que ça veut dire que le Seigneur est avec elle, qu'il est là, qu'il la regarde, je sais pas, ça veut dire ce que ça veut dire. Et elle me dit, tu vois la vieille, elle me dit, tu vois, c'est ça de la culture, c'est de savoir répéter les choses, c'est de savoir les choses de mes noix. Savoir, elle dit la vieille, savoir les choses. Ça veut dire savoir faire les choses. Elle me dit, c'est comme si toi, ce soir, tu m'invitais à manger, dans ta cuisine, on s'installe, et tu me récites par cœur la recette du canard à l'orange avec une sauce mentholée. Je te dis, d'accord, et qu'est-ce qu'on mange? Alors que si tu sais me faire ces pâtes, des pâtes avec de l'ail et de l'huile, par exemple, que tu sais pas quelle quantité d'ail tu mets, quelle quantité de pâtes, d'huile, mais tu sais les faire, elles sont bonnes, à chaque fois, elles sont délicieuses. Ça, c'est du savoir, elle dit la vieille. Ça, c'est de la culture. Savoir les choses, elle dit la vieille. Ça veut dire savoir faire les choses. Je dis la vieille. Moi, j'ai jamais lu un livre. J'ai même pas d'argent pour en acheter. Elle me dit, va en bibliothèque, les livres sont gratuits en bibliothèque, tout le monde peut y aller en bibliothèque. Elle me dit ce truc incroyable, chérie, sur les musées. Les musées, un jour par mois, ils sont ouverts, tout le monde peut y aller. Gratuit. Même le clochard qui fait la manche sur le parking du supermarché, un jour par mois, il va au musée, gratuit. Quand elle m'a dit ça, la vieille, je me suis dit, putain, mais moi aussi, un jour par mois, je devrais être gratuite. Sérieusement, chérie. Pas tous les mois le même jour, hein, sinon les clients vont comprendre, mais un jour par mois, je me lève, je vais devant mon calendrier, je fais une croix un jour quelconque, le 11 par exemple. Et le 11, le client arrive et il me dit, alors madame, c'est combien? Et je dis, c'est gratuit, chérie. Comme les musées. Comme la Vénus de Botticelli. Sauf qu'ici, c'est une momie égyptienne, chérie. Et le 11 du mois suivant, le même client revient et il me dit, alors madame, aujourd'hui c'est gratuit? Et je dis, non, chérie, aujourd'hui, c'est payant. La roue tourne, chérie. Un jour, j'en ai rencontré un qui m'aimait bien, un client, il venait 2 fois, 3 fois, 4 fois par jour. Je lui ai dit, chérie, arrête de venir tous les jours, tu es en train de dépenser tout ton argent, viens habiter à la maison, tu m'aides à payer le loyer, on fait des économies. Et une nuit, pendant l'hiver, il me dit, je veux que tu arrêtes de faire le trottoir. Et je dis, pourquoi? T'as honte? Il me dit, non, j'ai pas honte, c'est là que je t'ai rencontré, mais tu pues, il me dit. Tu pues le pneu. Et c'est vrai, chérie, il avait raison, c'était un innocent. Parce que je puais vraiment le pneu, parce que moi, la nuit, pendant l'hiver, je brûle des pneus pour me réchauffer. Et à force de rester à côté de la fumée du pneu cravé qui me colle à la peau, tu sais, qui me rentre par tous les pores, quand je rentre à la maison, il n'y a aucun baume, aucun parfum français, aucun shampoing, il n'y a rien qui me permet d'enlever cette odeur. Moi, chérie, je crois que je pue tellement le pneu qu'un jour, je me transformerai moi-même en pneu. Et une autre pute viendra, et elle prendra ce pneu qui est en fait moi, et elle le brûlera la nuit, pendant l'hiver, pour se réchauffer. Elle se transformera elle-même en pneu. Et quand nous toutes, les putes, on sera devenus des pneus, chérie, les clients arriveront. Et qui sont les clients, chérie? Les gens. Ils arriveront et ils diront, mais elles sont où les putes? Ici, il n'y a que des pneus cramés. Et ils repartiront sur Internet, chez eux, voir des culs gratuits, chérie. Et ils ne verseront même pas une larme, parce que personne ne pleure pour des pneus cramés, personne. Et eux aussi, ce seront des innocents. Quanne che i copertoni non faranno fumo, tutta sta gomma squagliata e chi ci viene a comprare da me con sta puzza di plastica bruciata. Che l'orecchini spagliati la ritrovo tutti quanti ammucchiati come dentro un insonno, storia di guerra. Quando cari divento sercio e me sconfono per terra. Bravo, bravo David, bravo Maurice, merci. Merci pour ce beau moment, ce texte magnifique, Laïka. Un grand succès, des prix reçus. C'est un texte engagé, coécrit avec votre amie Célestini. Est-ce que le rôle de l'artiste, c'est aussi d'être engagé dans nos démocraties et dans la laïcité? Ben, faire du théâtre, c'est raconter des histoires, et raconter des histoires, notamment celles-ci qui sont écrites par Ascagne, c'est des histoires qui portent des regards sur le monde. Et dès qu'on porte un regard sur le monde et qu'on porte une parole sur une scène, c'est de toute façon faire quelque chose de politique, après d'engager. Le théâtre et la politique sont deux choses très différentes. La politique, elle agit immédiatement sur la réalité et le théâtre ne peut pas faire ces choses-là. Le théâtre peut apporter des histoires qui permettent de réfléchir cette réalité pour se donner les armes de la transformer. Qu'est-ce que c'est pour vous la laïcité, le combat laïque? Est-ce que c'est une condition sine qua non de la démocratie selon vous?
Probablement, oui. C'est un idéal de démocratie qui est donc en effet cette chose de séparer les églises de l'État. Mais pour moi, je lis l'action laïque, puisque c'est pour ça aussi qu'on est là ce week-end, je lis l'action laïque à un combat de justice sociale et à une lutte permanente, c'est-à-dire la laïcité, c'est pas quelque chose qu'on met dans une vitrine et dont on doit satisfaire parce que nos États démocratiques, soi-disant démocratiques, seraient soi-disant laïques. La laïcité, ça prône des valeurs d'égalité et de solidarité et on vit dans des sociétés de plus en plus violentes. C'est pas des journaux gauchistes qui disent que les inégalités se creusent absolument aujourd'hui et que la solidarité se dissout, ce qui crée des sociétés sans âme et qui amène plus de fanatisme religieux. Donc je pense que la laïcité, elle doit aussi questionner les limites du capitalisme et son dépassement, en fait. Ça fait partie aussi... si c'est juste une valeur d'un capitalisme beau et joli, alors elle est peut-être moins intéressante. Vous pensez que plus que jamais, les combats doivent être posés et que nos démocraties souffrent un peu, vont mal? Ah ouais, oui, je crois que... Enfin, je veux dire, ça va plus mal aujourd'hui qu'il y a 10 ans et ça allait plus mal il y a 10 ans qu'il y a 20. Je pense que... Moi, par exemple, je suis né dans une époque de grand déclin. Je n'ai pas connu la même vie que mes parents, ni les mêmes espoirs pour la vie que mes parents ont connu, qui n'étaient pas des gens nécessairement riches, loin de là. Et en effet, le déclin qui s'annonce, et on voit les élections européennes, on voit un peu partout en Europe que ce n'est pas des choses enthousiasmantes qui s'annoncent pour l'avenir. Donc en effet, je pense que... Et il y a des responsabilités à prendre, et il y a des causes, et on peut identifier d'où ça provient, et notamment je pense que le manque d'efforts qui sont faits sur notre intelligence à mieux répartir les richesses. Aujourd'hui, on vit dans une société, on le voit dans nos gouvernements ici en Belgique, hein, on l'a vu sur la précédente législature, qui démantèlent les services publics et qui font de l'étranger ou de celui qui porte une religion. La laïcité, c'est pas le rejet de la religion, c'est l'intégration, c'est la diversité. C'est pas du tout ce qu'on voit assis aux chaises de nos gouvernements aujourd'hui. Vous choisissez vos mots, vous les pesez, c'est taillé au couteau. Depuis le discours à la nation, Laïka, et puis demain, Pueblo. Dites-nous quelques mots de votre prochain spectacle dont vous nous offrez quelques avant-goûts demain. C'est toujours dans la collaboration avec Ascanio Celestini, qui est un auteur important pour moi. Je me sens un peu interprète d'un poète que j'ai trouvé et que je suis. Et Pueblo, ce sera la même périphérie. C'est toujours... Laïka est le premier épisode d'une trilogie des déshérités, comme ça, une trilogie de périphérie, de banlieue. Et on garde le décor, c'est-à-dire un immeuble, un supermarché, le parking d'un supermarché, un entrepôt du supermarché où travaillent des Noirs africains sans papier, des policiers qui font attention à ce qu'il n'y ait pas trop de grève de la part de ces Noirs, etc. Et c'est juste qu'on change les personnages dans cette banlieue, on change le point de vue. On racontait dans Laïka cette périphérie depuis le bar du coin, et on va la rencontrer depuis la caissière du supermarché dans Pueblo. Vous faites de l'éducation permanente, de manière permanente, vous? En tout cas, on raconte des histoires issues du réel et avec je pense, chez Ascanio, c'est ça qui est fabuleux, une dose de poésie qui permet de toucher aussi, d'accéder à quelque chose. Ouais. Merci beaucoup. Et surtout Maurice qui nous donne sa musique. Sa musique. Merci Maurice, merci David. Continuez votre engagement parce qu'il est beau. Et puis, plein de succès pour Pueblo alors. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci Catherine et merci David Murgia et son accordéoniste pour cette petite pause musicale et culturelle. Et on va continuer en fait à parler d'engagement, engagement qui avait déjà été évoqué avec David Murgia. Et on va en parler cette fois-ci avec mes 3 invités ici. Alors déjà, merci à tous les 3 de nous avoir rejoints. Tout d'abord, Zineb El Razaoui. Donc vous êtes écrivaine, journaliste, militante des droits de l'homme, ancienne de Charlie Hebdo également. Dounia Ben Slimane, vous êtes directrice de l'association marocaine Racine. Vous êtes aussi une militante des droits de l'homme au Maroc. Et enfin, Patrick Pellou, merci à vous aussi. Vous êtes président de l'association des médecins urgentistes hospitaliers, ancien chroniqueur aussi à Charlie Hebdo et à Ciné maintenant. À Ciné mensuel. Exactement. Tout à fait. Ouais, ça. Alors, Zineb El Razaoui, j'avais envie de commencer par vous parce qu'on le sait, vous vivez sous protection policière depuis plusieurs années, suite à vos écrits, à ce que vous dites. Comment vous arrivez à tenir le coup? Eh bien, je tiens le coup grâce au soutien des gens qui pensent comme moi, qui pensent que la liberté n'est pas négociable. Je tiens le coup aussi parce que j'ai la chance inouïe d'être française et d'appartenir à un pays qui met à ma disposition une protection. Cette protection, je la considère non pas comme une protection de ma petite personne, qui en soi n'a pas plus de valeur que tous ceux qui sont tombés sous les balles du terrorisme islamique ces dernières années. Non, cette protection, c'est une protection de ma liberté de parole. Alors tant que j'ai la chance d'être protégée, contrairement à ceux qui disent la même chose que moi ailleurs dans le monde, eh bien je continuerai à ouvrir ma gueule grand comme ça.
C'est bien dit. Mais du coup, j'ai envie de me tourner vers vous, Patrick Pelloux. Vous étiez à Charlie ensemble. Là, on va commémorer en janvier les 5 ans des attentats de Charlie Hebdo. Est-ce que pour vous, la société, elle est la même aujourd'hui qu'il y a 5 ans? Et est-ce qu'on n'a pas perdu une part d'insouciance? Non, la société, de toute façon, avec le temps qui passe, elle évolue tout le temps. L'insouciance, on l'a totalement perdue en France, ça c'est sûr, notamment le dernier attentat islamiste à la préfecture de police de Paris, parce qu'il faudrait juste rappeler que c'est la première fois depuis la libération de Paris et la Seconde Guerre mondiale qu'il y a des policiers qui sont tués à la préfecture de police de Paris, donc les faits sont très graves. Donc l'insouciance, on l'a totalement perdue. Et enfin, heureusement, on a un président de la République qui a reconnu qu'il y avait l'islamisme en France, parce qu'il en avait fait abstraction depuis son élection, donc il se passe quand même des choses. Donc d'un coup, il y a en effet, il n'y a plus l'insouciance. Maintenant, je pense qu'on est vraiment dans quelque chose qui s'apparente à une vraie guerre. Oui. Oui, peut-être la même question sur la perte de l'insouciance, la perte de la liberté en 5 ans pour vous. Bien sûr, nos libertés ont reculé. Car aujourd'hui, quel est le journaliste, quel est le journal en Europe qui oserait publier ce que publiait Charlie Hebdo? Cette censure-là, qui est en fait ce que la charia prescrit en cas de blasphème, ce qui a été appliqué à nos collègues à Charlie Hebdo, cette censure-là a été imposée en Europe par les armes. Et ça, c'est quelque chose d'inacceptable. D'ailleurs, je voudrais dire que Patrick aussi vit sous protection policière depuis les attentats de Charlie, et d'autres collègues survivants et d'autres personnes qui ne travaillaient pas à Charlie Hebdo vivent de cette façon-là. Nous vivons dans des prisons ambulantes, même si, en fait, nous vivons dans des prisons ambulantes parce que nous sommes libres dans nos têtes et parce que nous ne voulons pas renoncer à notre liberté de penser, au libre examen et à tout simplement dire que le blasphème n'est pas un délit en Europe. Du sang a coulé à travers les années et les siècles pour acquérir cette liberté. Elle a été chèrement acquise et pour nous, il est hors de question d'y renoncer. Il est hors de question aussi de se dire un jour, en se réveillant et en se regardant dans la glace, que nos collègues, nos amis sont morts pour rien. Il faut continuer à mener le combat pour lequel ils ont versé leur sang. Dounia Ben Slimane, vous vivez au Maroc. Au Maroc où finalement les conditions... Les droits de l'homme sont peut-être moins respectés pour certains aspects qu'en France. Quel est à vous votre moteur d'engagement? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes engagé? Je pense qu'on est tous engagés pour les mêmes principes ici sur ce plateau. Même si on milite dans des territoires différents, on est là parce qu'on partage les valeurs des droits humains, de démocratie, de liberté. Il y a une différence fondamentale entre le Maroc et ce qui a été acquis dans les pays occidentaux, c'est que nous, on ne l'a pas encore totalement acquis. Et très souvent, on assiste à des petites avancées. Et puis tout à coup, après, on a des grands reculs au niveau des valeurs. Aujourd'hui, on est... quand même dans un contexte qui est relativement, voire très schizophrénique, où on est partagé entre la volonté d'aller en avant d'une société qui est quand même très très jeune, où on a 60% de jeunes qui ont moins de 25 ans, qui sont comme tous les jeunes du monde très très connectés, qui regardent vers l'extérieur et qui voient des choses différentes, mais qui doivent au jour le jour vivre avec des lois, avec des principes, avec des valeurs, avec des traditions, hein, qu'elles soient religieuses ou sociales, etc., qui les retiennent en arrière. Donc je pense que ce qui nous anime, nous militants au Maroc, c'est que vraiment on a envie d'accompagner, de faire que la transition vers la démocratie se fasse réellement et qu'on ait toutes les conditions pour ce faire. Et en l'occurrence, des lois qui ne soient pas liberticides ou qui s'inspirent de principes religieux ou autres, parce que là, on est encore très très loin. Oui, parce que c'est vrai que dans votre conférence, donc dans toutes les conférences qui ont eu lieu durant ce week-end pour les 50 ans du Centre d'Action Laïque, il y a une conférence à laquelle vous avez participé, vous disiez « Être laïque au Maroc, c'est une insulte ». Être laïque au Maroc, c'est encore très très mal perçu. Ça l'est de moins en moins, c'est clair, parce que ça commence à quand même se retrouver dans le débat public, mais c'est encore très mal perçu. C'est perçu comme une apostasie ou comme être mécréant ou kafir comme on dit chez nous. C'est-à-dire que le mot a une portée très très péjorative et
il a une portée qui est conçue comme une atteinte à la religion musulmane, c'est-à-dire se déclarer laïque, ça signifie tout de suite être classé dans le camp des mécréants, des apostats, des gens qui renient la religion, qui veulent déstabiliser la religion musulmane, etc. Donc c'est vrai que au Maroc, le fait de militer pour la laïcité se fait de manière très très discrète, même par les militants les plus progressistes, parce que justement, on part du principe, beaucoup partent du principe qu'il ne faut pas brusquer les choses, qu'il faut aller progressivement, etc. Il faut se cacher presque. Peut-être aussi se cacher ou éviter les sujets qui fâchent, alors que ce qu'il faudrait faire, et ce qu'on essayait de faire à travers l'association Racine aussi, jusqu'au jour où la justice marocaine a décidé que l'association devait fermer ses portes, et du coup nous sommes interdits d'activité depuis avril 2019, donc il y a quelques mois, c'est justement d'essayer de mettre à disposition des citoyens, en particulier les plus jeunes, des outils qui leur permettent de comprendre comment il faut s'émanciper, comment on peut développer l'esprit critique, comment on peut demander aux politiciens des comptes, exiger la reddition des comptes, suivre les politiques publiques, etc., etc. Être l'acteur du changement soi-même et participer à la vie politique directement dans sa cité, dans son territoire, dans son village, etc. Et je pense que ce travail-là est super nécessaire parce qu'on ne peut pas aspirer au changement si on ne travaille pas sur l'éducation et sur le on appelle ça vulgairement le renforcement des capacités, mais juste donner les outils aux gens pour pouvoir eux-mêmes être les acteurs du changement. Du coup, Patrick Pelloux, est-ce que vous avez l'impression qu'en France, on les donne, ces outils? Un pays qui est laïque, où la laïcité parfois est galvaudée par certains partis d'extrême droite notamment, mais est-ce qu'on les donne, les outils? Les outils, rien n'est jamais acquis. Et d'abord, je rends hommage à ce que vous faites au Maroc, et il faut qu'il y ait une solidarité entre les laïcs de tous les pays. En fait, c'est là d'ailleurs où on combattra ceux qui nous traitent de racistes. Parce que ce n'est pas du racisme de dire que finalement l'émancipation des gens, c'est par la pensée et non pas par la croyance. On ne les empêche pas de croire, qui ne nous empêche pas de penser. Bon, mais là-dessus, il n'y a jamais rien qui est acquis. C'est-à-dire que la laïcité, c'est comme le bonheur. On pense que ça va durer tout le temps. Non, c'est un combat permanent. Il faut la défendre. Et la France sera d'autant plus défendue, en effet, et c'est le thème de la conférence du président Hollande, c'est de dire, mais la laïcité, elle doit être européenne aussi. Et on voit bien d'un coup l'importance de la laïcité, l'importance de la démocratie pour protéger les peuples. Il ne faut pas avoir peur des peuples, il faut avoir peur des foules. Et en effet, quand d'un coup vous avez des foules qui commencent à croire que la justice, ce sont les réseaux sociaux, que l'invective, c'est quelque chose de nécessaire et qu'on peut humilier les gens par les réseaux sociaux, c'est quelque chose que la justice et le droit doivent défendre. Mais rien n'est jamais acquis. Et il faut pour cela qu'en effet, y compris, et c'est valable en France, mais donc en Europe, c'est valable aussi dans des pays, il faut défendre la laïcité, parce que vous savez, la laïcité, je pense que c'est la plus grande des modernités pour l'humanité, en fait. C'est la laïcité qui protège finalement tout le monde, Zineb. Mais bien sûr, c'est ce que je dis toujours aux ennemis de la laïcité en France, notamment par exemple aux islamistes qui font tout pour détruire l'édifice laïque. Je leur dis, mais messieurs les islamistes, sans la laïcité, vous, en tant que musulmans, vous devriez payer une dîme à l'État catholique pour avoir le droit d'exercer votre culte. Donc la laïcité, c'est ce qui protège aussi les religions, c'est ce qui leur permet de s'exercer tant qu'elles ne contreviennent pas à l'ordre public, et c'est ce qui protège ceux qui veulent s'en émanciper aussi. Donc la laïcité, c'est la clé d'une citoyenneté juste et égale entre tout le monde. C'est ce qui fait que nous sommes tous citoyens égaux dans une fraternité universelle, quels que soient nos atavismes. En revanche, aujourd'hui, on veut nous faire croire que la laïcité, c'est aussi l'égalité des croyances. Non, ce sont les individus libres dans leur liberté de conscience, sacrés dans leur liberté de conscience, qui sont égaux. Les idéologies, elles, ne sont pas égales. La laïcité protège l'individu, le citoyen, et non pas sa croyance. Et c'est ce qui dit aussi qu'aucune croyance ne peut se prévaloir d'une sacralité, ne peut se prévaloir d'une intangibilité. C'est-à-dire que les religions sont considérées comme des opinions, et toutes les opinions ont le droit d'être pensées, d'être discutées, mais aucune n'a le droit de se dire sacrée et intangible, comme aujourd'hui souhaitent nous l'imposer les religions. Alors quand on vous écoute, on se dit indéniablement, mais voilà, ça c'est
C'est du courage, c'est le courage incarné. Alors j'avais envie de vous faire réagir à une citation de Nelson Mandela. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Vous vous retrouvez dans cette citation? Mais bien sûr, qui aujourd'hui, qui parmi nous aujourd'hui n'a pas peur lorsque l'on voit l'arbitraire du terrorisme qui peut s'abattre à n'importe quel instant, n'importe où dans nos pays? Nous avons tous maintenant, nous Parisiens ou Bruxellois, cette pulsion de peur lorsque nos enfants nous disent qu'ils vont se rendre à un concert ou à un rassemblement. Et ça aussi, c'est un recul de nos libertés qui est insidieux, qui se fait petit à petit. Alors le courage, c'est de regarder cette situation en face et c'est de résister, n'est-ce pas? Nous autres en France, nous avons un passé glorieux de la résistance, en tout cas un passé dont on est fier. Et aujourd'hui, on doit résister. C'est le message que moi j'ai envie de porter à tout le monde, leur dire, en fait, lorsque vous vous taisez, vous mettez ceux qui parlent en danger. Si moi je suis en danger aujourd'hui plus que d'autres, c'est parce que beaucoup de gens qui pensent comme moi se taisent et me laissent aller au charbon. Si nous parlions tous, que pourrait-il contre nous? Parler, c'est aussi votre combat à vous, alors que ce soit sur ces questions de radicalisation islamique ou que ce soit sur vos combats pour le bien-être des médecins urgentistes dans les hôpitaux. Parler, il faut dire les choses, Patrick Pelloux. Quelle personne je serais si je ne parlais pas? Parce que justement, on a nos plus grands amis qui sont morts parce que justement ils parlaient par cette volonté de faire vivre la liberté d'expression et de caricaturer et la liberté du blasphème. Donc on est un peu redevable par rapport à la mémoire et à ce qu'ils ont porté. Mais on le porte avec d'autant plus de facilité qu'on le faisait déjà quand ils étaient présents. Donc je ne sais pas si je suis quelqu'un de courageux. J'essaye d'être quelqu'un qui peut se regarder dans la glace et qui peut vivre avec ses idées. Et moi je suis sûr que mes idées... elles sont importantes pour le développement de l'humanité, pour être sur les luttes antiracistes, contre l'antisémitisme, contre l'homophobie, contre toutes ces choses qui construisent quelque part une violence de la société. Parce que la première des oppressions, c'est de toute façon l'oppression religieuse. Si vous regardez dans l'histoire de l'humanité, toutes les guerres qui ont été construites par les religions, mais là encore, je n'empêche pas les gens de croire dans les religions, mais dans les religions au sens large. D'ailleurs, comme on a entendu dans les conférences cet après-midi, il vaudrait mieux parler de spiritualité plutôt que de religion. Je crois que c'est quelque chose d'important. Merci en tout cas à tous les trois pour votre courage, parce que je pense qu'on peut le dire, vous en avez du courage. Continuez comme ça, continuez vos combats, on a besoin de gens comme vous. Et qui dit 50 ans dit cadeau, évidemment. Et Catherine Ax nous prépare une belle surprise, on va la retrouver une dernière fois. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup et une belle journée à tous. François Hollande, bonjour. Est-ce que pour vous, la laïcité est le principe fondateur et fondamental de nos démocraties qui sont en déroute, il faut quand même bien l'avouer, et est-ce que ça peut fédérer une nouvelle Europe? Jamais on a eu autant besoin de laïcité dans une société qui est traversée par des croyances, des cultures, aussi des convictions, et parfois qui est capable de se séparer les uns par rapport aux autres. On a besoin d'une valeur qui nous réunit tous, et cette valeur, c'est la laïcité, parce qu'elle nous permet de vivre ensemble, garantit la liberté des cultes, mais aussi fixe les limites que ces cultes doivent respecter. Et si on a passé ce socle commun, eh bien, on a des comportements que l'on sait, et quelquefois des tentations que certains groupes fondamentalistes ou autres extrémistes veulent finalement nous menacer par une intrusion dans le domaine qui n'est pas le leur, qui est celui de tous. Est-ce que vous seriez partisan d'un pacte européen laïque? On ne pourra pas faire un modèle européen, mais ce que l'on peut faire, et c'est je crois que le sens de cet appel qui a été lancé à Liège, c'est que tous les démocrates, tous les pays et les gouvernants à un moment puissent s'inscrire dans une démarche commune au-delà de nos traditions, de nos histoires et des places des différentes religions,
pour que les principes de laïcité soient portés partout en Europe. Et je crois que l'Europe, elle en a besoin. Elle a vécu des événements extrêmement lourds avec les attentats. Elle est elle-même soumise à des pressions venant de l'extérieur. Il y a aussi des extrémismes et des populismes. Donc on a absolument besoin que la démocratie puisse se sentir plus forte grâce à la laïcité. C'était important pour vous d'être là ce week-end à l'invitation du Centre d'action laïque et de la laïcité organisée en Belgique? C'était très important d'être présent là pour la laïcité telle qu'elle est organisée en Belgique, très différente d'en France, pour bien montrer que ce n'est pas une partie de l'opinion, c'est finalement ce qui doit fédérer l'ensemble de la communauté nationale. C'est la raison pour laquelle c'était important qu'en Belgique, là où les églises et les religions sont reconnues, il puisse y avoir une laïcité qui soit une laïcité de rassemblement, de réunion et d'affirmation de valeurs.